Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. J'ai devant moi une pile de journaux qui date de juin 1905 et qui donne un tas de détails sur l'un des exploits les plus étonnants de mon oncle Nick. Donc ce soir-là, l'oncle Nick était allé voir le spectacle du Grand Cirque Ajax qui avait dressé son chapiteau pour 2 mois au milieu du jardin d'été en plein New York. Bonsoir, monsieur Carter. Bonsoir, Corner. Quelle merveilleuse soirée, n'est-ce pas? Ah, dites donc, cette Virginia Mills, elle est drôlement roulée. Virginia Mills? L'écuyère qui tire à la carabine. Ah oui. Ah, sacré Coroner. Vous vous intéressez toujours aux jolies filles, à ce que je vois. Non seulement elle est très belle, mais son numéro de tir debout sur un cheval au galop est une chose étonnante. Ah oui. Dis donc, quand on est le mari d'une fille comme ça, il vaut mieux ne pas la tromper. Ça, elle vous rattrape pas. Voyez-vous, ce que j'ai surtout apprécié, moi, c'est le dressage des tigres. Il faut reconnaître qu'il n'a pas peur, ce gars-là. Bertram Hooks, vous avez vu ce courage, ce sang-froid. Figurez-vous que nous sommes des amis de jeunesse. Non. Si, nous avons fait nos études ensemble à Oxford. Quoi? Ce dompteur est un universitaire? Oh, ne vous y trompez pas, c'est un type très fin. Il est anglais et officier de l'armée des Indes. Ah. Nous nous sommes rencontrés l'autre jour. Ravi de nous revoir, vous pensez? Alors je viens de l'applaudir, je vais aller le féliciter. Alors je vous laisse. À bientôt, monsieur Carter. À bientôt, Corner. Pardon, garçon, pour aller au cache des tigres, s'il vous plaît. On ne visite plus la sorcière, monsieur. Ah oui, mais j'ai rendez-vous avec monsieur Bertram Hooks. Ah bon, c'est différent. Vous n'avez qu'à soulever la toile rayée que vous voyez là-bas. C'est tout de suite derrière. Hein. Merci. Hello, Nick! Hello, Bertram. Que je t'embrasse. Tu sais que ton numéro est sensationnel. Ah, ça t'a plu? Eh ben, c'est-à-dire qu'à te voir au milieu de ces 12 fauves, qui ont bien mauvais caractère, Oui. eh ben, c'est terriblement angoissant. tu vois. Non, rassure-toi, c'est moins dangereux que tu ne crois. Oui, oh, menteur. Ah, ils sont beaux, hein, mes chatons? Ah oui. Celui-ci, surtout. Ah, Raja! Oui, c'est mon fils. Les autres appartiennent à la ménagerie, tandis que Raja, c'est à moi. Ah. Oui, je l'ai payé de mes propres deniers, je l'ai nourri au biberon. Ah, tu peux pas savoir l'intelligence presque humaine de cet animal-là. Il comprend tout de suite, il me témoigne une affection. Un vrai caniche. Ah, ça, c'est le plus grand et le plus beau tigre que j'ai jamais vu. Ah, c'est aussi le plus doux. Oui, alors là, tu blagues. hein. Ah non, 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 mais doux uniquement avec ceux qui m'aiment bien. Ben, là-dessus, son instinct ne le trompe jamais. Tiens, viens. Quoi? Passe tes mains à travers les barreaux. Tiens. Et caresse-lui les oreilles. Tu crois? Non, non, vraiment, sans cérémonie. Hein. Oh non, toi qui es curieux de tout, voilà l'occasion ou jamais d'éprouver les réactions d'un fauve. Ben, Allez, viens, aie confiance. Mais puisque je te le dis... Voilà. Et flatte-lui le col. Tu vois que tu lui plais. oui, en effet. Bon, dis donc, on va boire un verre? Ouais. Il faut que je te parle. Ah oui, tiens, au fait, j'avoue que ton petit mot m'a un peu intrigué. Mais si tu ne vois pas d'inconvénient, nous irons chez moi. D'accord. Et ça t'ennuiera pas de faire le chemin en compagnie d'un tigre? Hein? Non, je ne laisse jamais Raja mes garçons de cage. Je l'emmène toujours avec moi, il passe la nuit sur ma descente de lit. Comment, tu n'habites donc pas une roulotte? En voyage, si, naturellement, mais quand je suis dans une grande ville pour un long séjour, je loue un appartement. Ça me change un peu. Plusieurs camarades font comme moi. Ah ouais, pardon, tu te promènes avec cette bête dans les rues de New York? Oui, mais seulement la nuit après le spectacle. Eh ben. Et le lendemain, en fin d'après-midi, le cirque m'envoie une voiture et nous ramenons Raja à la ménagerie. Et ici, ils acceptent cette petite fantaisie? Ah, ça, je l'ai exigé dans mon contrat. Non, mais dis-donc, tu lui mets une muselière, au moins? Oui. Ah bon? Et je le tiens à la chaîne. Mais il est tellement docile que je pourrais le lâcher. Il me suivrait comme un petit chien. Attends, tu permets? Oui. Ah, je vais tout de suite le préparer, le temps de glisser cette grille. Ah. Oh là. Raja. Allez, viens ici, mon gros, viens. Et on rentre à la maison. Ouais, dis donc, j'ai l'impression qu'il n'apprécie pas la muselière, hein? Non, de moi, il accepte tout. Hein, pas vraiment, bonhomme. Voilà. Bien, on va pas trop serrer. Et maintenant, la belle chaîne. Et regarde, il est fou de joie. Hein, pour lui, c'est pas comme pour les hommes, la chaîne. C'est la liberté.
Allez, on descend. Allons. Allons, saute. Allez. Non mais dis-moi, quand tu es dans la rue avec cette bestiole, suppose que tu te trouves mal. Ou que je meure subitement. Ouais, ça n'engage à rien de le prévoir. Mais qu'arriverait-il? J'y ai songé, mon vieux. Aussi, ce soir, est-ce peut-être la dernière fois que je l'emmène? La dernière fois, pourquoi? Je te dirai. L'oncle Nick et son ami s'en allèrent, suivis du tigre tenu en laisse. Sur leur route, inutile de vous le dire, les rares passants changeaient de trottoir. 10 minutes plus tard, ils s'arrêtaient devant un immeuble de la 28e rue. Bertram eut du mal à ouvrir la porte d'en bas. Il se trompa de couloir, et au 3e étage, il chercha longuement la porte. Dis donc, on dirait que c'est la première fois que tu viens ici. Non, je suis déjà venu cet après-midi apporter quelques affaires, mais la nuit, étant donné que j'ai pas l'habitude... Oui, tu viens d'emménager? Non, pas du tout. Je vais passer cette nuit et probablement la prochaine dans cet appartement grâce à l'hospitalité de ma femme. Comment? T'es marié? Oui. Elle est là? Non, rassure-toi. Ces 2 nuits-là, pour me rendre service, elle va les passer chez son amant. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Bien. Le gaz est en veilleuse. Tiens. Attends que je tire la chaînette. Merci. Oh, c'est un atelier de peintre. Ta femme fait de la peinture? Un peu. Mais d'ailleurs, tu la connais. Moi? Mais tu l'as applaudi ce soir. Virginia Mills. Quoi? Des cuillères qui tirent si bien à la carabine? Elle est très belle. N'est-ce pas? Tiens, c'est toi. Depuis le temps, on a tellement de choses à se raconter. Ouais, dis donc, l'autre jour, moi, je t'ai tout dit, hein. Alors, toi, maintenant, je t'écoute. Whisky? Ah, volontiers, je veux bien, oui. Mais après Oxford, comme je te l'avais écrit, je me suis engagé dans l'armée des Indes. Et au bout de 24 mois, j'étais lieutenant. Tu as participé à des coups durs? Ah, j'étais là pour ça. Et entre-temps, sans trop savoir pourquoi, peut-être parce que j'y réussissais assez bien, je m'amusais à dresser des fauves et toutes sortes d'animaux sauvages. Tu sais que je suis né aux Indes, comme mon père. Cette espèce de télépathie qui existait entre lui et les bêtes, qu'on appelle féroce, mais il me l'a transmise. Enfin bref, sans fausse modestie, j'étais devenu un très bon dompteur. Oh, un amateur. Et puis un jour, j'ai eu 6 mois de permission, j'en ai profité pour aller faire un tour aux États-Unis. Et là, j'ai fait la connaissance d'une fille assez pittoresque qui faisait un numéro dans un cirque. Alors pour la suivre, je me suis fait engager comme élève dompteur. Alors c'est comme ça que j'ai appris vraiment le métier. Et un matin, mon patron m'envoie à Chicago pour acheter 2 lionceaux qui venaient de naître dans le cirque d'un de ses confrères. J'y vais, et je découvre dans ce cirque une écuyère extraordinairement belle. Virginia. Oui. On tombe amoureux fou l'un de l'autre. Je donne ma démission de l'armée, je l'épouse. Eh, celle-là aussi, tu la suis. Ben, tu penses. Alors le dompteur voulait prendre sa retraite, je lui succède et je monte un numéro un peu dans le genre de celui que tu as vu ce soir. Et la belle Virginia t'envoyait des baisers du haut de son cheval. Oui. J'ai même eu l'idée de lui faire en même temps un numéro de tir. Je l'ai confié au professeur qui avait formé la fille avec laquelle je vivais avant de me marier. Et je dois dire que ce numéro de carabine sur un pur sang lancé au galop lui a valu de très gros succès. Amour, gloire, argent, rien ne vous manquait donc. Quand un jour... Oui, mon vieux. Quand un jour, il y a de ça 3 mois, le fils du patron est revenu du régiment et s'est mis à faire à ma femme un baratin terrible. Il ne lui a pas résisté longtemps. Et sous le coup, moi, j'ai songé à fiche le camp. Mais malheureusement, j'ai un contrat de 2 ans et les contrats ne prévoient pas les chagrins d'amour. Eh oui. Alors, on a fini par décider qu'on vivrait chacun de son côté. Et il n'y a pas bien longtemps, elle m'a demandé de divorcer pour épouser son Godemuro. J'ai refusé. Et là, elle a pris son parti et en fin de compte, nos relations sont devenues celles de 2 bons camarades. Au fond, tout au fond, j'espère qu'un jour elle me reviendra. Mais pourquoi ce soir es-tu venu chez elle?
Oh, une chose idiote. La nuit dernière, il y a eu une fuite inexplicable dans mon appartement. Ça a été dans ma chambre une véritable inondation. Les murs, les tapis, matelas, sommiers trempés. Le temps que ça sèche, elle m'a offert l'hospitalité. Pourquoi n'as-tu pas été à l'hôtel? On m'aurait pas accepté avec mon tigre. Et ta roulotte? On est en train de la repeindre. Mais ici, avec mon Raja à mes pieds, je serais très bien. Ouais. Alors, vieux, il paraît que tu as quelque chose à me dire. Oui, Nick. Je me souviens de nos 18 ans. Des heures magnifiques que nous avons vécues ensemble. Et quand je t'ai retrouvé, j'ai eu l'impression que c'était le ciel qui t'envoyait. Parce que? Mais parce que je vais mourir. Qu'est-ce que tu chantes? Non, écoute, je ne suis ni en mauvaise santé, ni sur les nerfs, ni victime de mon imagination. Non, sais-tu ce que c'est qu'un pressentiment? Oui. Eh bien, j'ai depuis quelques jours le pressentiment de ma mort. Oui, une espèce d'angoisse qui m'étreint, qui m'empêche de respirer légèrement. Tu comprends? J'ai l'impression de marcher sous un ciel de plus en plus bas qui finalement va m'écraser. Enfin, quoi? Quelqu'un t'a fait des menaces? Mais non. Bah alors tu as des ennemis. Comme tout le monde quand on réussit. Tu as reçu des lettres anonymes? Oh, ça ne m'impressionnerait pas du tout. Bon alors? Alors j'ai peur. De tes bêtes? Il n'y a qu'avec elle que je me sens en sécurité. Oui, toi tu fais de la neurasthénie, hein? Bon, je ne sais pas. Ah, faut voir un docteur, mon vieux. Un psychiatre, ils sont tous cinglés. Bertram, as-tu remplacé ta femme? Non. Je suis toujours fou d'elle. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute. À part toi, il n'y a qu'un seul être qui ait de l'affection pour moi. C'est Raja. Je n'ai que vous deux au monde. S'il m'arrivait quelque chose, je voudrais que tu le gardes auprès de toi. Le premier contact que vous avez eu tout à l'heure quand il était dans sa cage m'a confirmé ce que je pensais. Attends. Je vais achever les présentations et lui expliquer ce que j'attends de lui. Hein? Tout cela est très simple. Tu vas voir. Regarde. Là, je n'ai qu'à me mettre à genoux. J'entoure son cou de mes bras. Et je lui parle doucement. Dans le creux de l'oreille. Raja, écoute-moi bien. Tu vois, Nick, c'est mon ami. C'est mon frère. Je veux que tu l'aimes autant que moi. Un jour, quand je n'y serai plus, c'est lui qui me remplacera. Et qui veillera sur toi. Nick, lève-toi. Oui. Et maintenant, fais exactement comme je viens de faire. Oui. Mets-toi à genoux. Passe-lui tes bras autour du cou. Et dis-lui des mots gentils à l'oreille. Raja. Raja, tu es une bonne bête. Et maintenant, nous sommes deux amis, n'est-ce pas? Regarde-le, il me lèche les mains. Voilà. Le pacte d'amitié est désormais scellé. Je sais qu'il peut compter sur toi comme toi tu peux compter sur lui. M'autorises-tu à mettre dans mon testament que je te lègue, Raja? Oui, Bertram. Et mon vœu le plus cher est que tout ceci chasse définitivement tes idées noires. Allez, cheerio. Et buvons à ta santé. Et à celle de mon nouvel ami. Buvons. Les deux camarades évoquèrent tout en buvant leurs souvenirs d'étudiants, puis ils se séparèrent. Cette nuit-là, l'oncle Nick ne dormit pas très bien. Les pressentiments de son ami le hantaient sans cesse. Aussi, dès le lendemain matin, à 9h, fit-il atteler, et il alla voir comment Bertram avait passé la nuit. Dans la rue, il y avait un attroupement. Il bouscula les curieux, grimpa jusqu'au 3e étage. Devant la porte de l'appartement, des policiers discutaient. Oh, monsieur Carter. Mais coroner, qu'est-ce que vous faites là? Je ne croyais pas avoir si rapidement l'occasion de vous revoir. Mais que se passe-t-il? On ne sait pas encore, mais sûrement pas grand-chose de bon. C'est-à-dire? Eh bien, figurez-vous que tout à l'heure, vers 8h30, en sortant de chez lui, le gentleman qui habite sur ce même palier a entendu, derrière la porte de cet appartement, des grognements de bêtes fauves, des sortes de plaintes, que vous pouvez d'ailleurs entendre vous-même encore. Écoutez. Oui.
Alors, le gentleman s'inquiète, il alerte les voisins du dessous, et tout le monde s'affole. Dame, une maison tranquille, ce n'est pas une ménagerie. On sonne, on tambourine, la dame qui habite là ne répond pas. On va chercher un policeman qui m'appelle à son tour, je fais venir un serrurier, on ouvre la porte. Mais, comme vous pouvez le constater, la chaîne de sûreté est mise de l'intérieur, vous voyez. Vous avez tout de même pu jeter un coup d'œil. Oui, oui. Eh bien, savez-vous qui rugit dans cet appartement? Savez-vous qui? Un tigre, Monsieur Carter. Un énorme tigre. Et tout ce qu'on peut apercevoir, à part cet animal féroce, ce sont les jambes d'un homme couché sur le divan. Voulez-vous me dire un peu ce que fait un homme inanimé à côté d'un tigre, sinon de lui servir de petit déjeuner? Alors j'ai envoyé un policeman chercher un fusil, dame. Quoi? Ah oui, pour qu'on puisse entrer. Il faut que cette bête-là soit abattue. Mais non, coroner, il n'est pas question de l'abattre. Ce tigre, je peux faire de lui exactement tout ce que je Bon, veux. allons donc, vous n'êtes pas dompteur. Mais si, et je vais vous le prouver. Serrurier, juste un bon coup de lime à la chaîne de cette porte, hein, un coup de tenaille et j'entre. Allez vite. Mais Bien, monsieur Carter. oh, c'est un suicide. Ce tigre va vous dévorer. Non, ne vous inquiétez pas, je sais comment m'y prendre. Et Raja sera ravi de me voir. Mais Raja, ce n'est pas un des tigres que nous avons vus hier soir au cirque? Oui. Et l'homme couché, c'est Bertram Hooks. Comment le savez-vous? Voilà, monsieur Carter, la chaîne est coupée. Merci. J'entre. hein. Vous me faites une de ces peurs. Non, ne craignez rien. Dans cet appartement, il y a une petite pièce à côté de l'atelier. C'est là que je vais enfermer le tigre après lui avoir remis sa muselière. Ah, il y a une muselière. Oh, bien sûr. Enfin, pour le moment, vous permettez, je referme la porte sur moi. Faites donc, faites donc. Oh, Raja. Raja. Mais ton père, qu'est-ce qu'il a? Bertram. Mon pauvre Raja. Tu as du chagrin, n'est-ce pas? Attends. Attends que je te remette ta muselière. hein. Là. Voilà. Allez, maintenant, viens dans la pièce à côté. hein. Chut. Tais-toi. Allons, on est amis, nous deux. hein. Tu le sais bien. Allez, viens. Ici, tu seras très bien. Sois sage, hein. Couche là. Couchez. Oui. Oui, tu es beau. À tout à l'heure. Messieurs, il n'y a plus de danger, vous pouvez entrer. Le tigre est enfermé dans cette pièce à côté. La porte est bien fermée, vous êtes sûr? Ne craignez rien. Alors, policeman, entrez avec moi. Oh, monsieur Carter. Le dompteur. Il est mort. Oui. Il a reçu une balle entre les deux yeux. Mais le corps est encore tiède. Voyez-vous, pour moi, il a été tué vers 6 heures du matin. Ne pensez-vous pas plutôt qu'il s'est suicidé? La chaîne était mise de l'intérieur, et il n'y a d'ouvert que cette petite fenêtre là-haut. Un assassin n'aurait pas pu s'échapper par là. Oui, je serais de votre avis, coroner, si on retrouvait l'arme du suicide. Ah, or, il n'y a pas de revolver auprès du cadavre. Oui, il a pu glisser sous le divan. Policeman, cherchez voir. Oui, chef. À moins que dans la pièce voisine... Oui, il a pu tirer cette balle là-bas et venir jusqu'ici pour mourir. Non, 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 non. En y conduisant le fauve, j'ai regardé, il n'y avait pas de revolver. Il n'y en a pas non plus sous le divan, ni ailleurs, chef. Ah, puis voyez-vous, généralement, on se suicide en se tirant une balle dans la tempe. Jamais entre les deux yeux. Ah, mais alors, d'où l'assassin a-t-il pu tirer? Du dehors? D'une maison voisine? Ça m'étonnerait. Bah, les maisons d'en face n'ont que 2 étages. En admettant qu'on ait tiré de l'une d'elles, la balle n'aurait pu pénétrer que par cette fenêtre ouverte, puisqu'aucune vitre n'est brisée. Et elle serait allée se loger dans le plafond. Or, elle a frappé au front la victime qui était couchée. C'est-à-dire presque à ras du plancher. En effet. Au fond, ce n'est qu'en passant en aérostat que l'assassin aurait pu tirer sous cet angle-là. Oui, encore, j'en suis pas si sûr. On a peut-être tiré par la porte entrouverte. Impossible, mon ami. Vous avez constaté comme moi que de la porte, on n'apercevait que les jambes de la victime, et non son front. Ah oui, c'est vrai. Enfin, voilà un assassin qui entre, qui tue et qui s'envole par la fenêtre. Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur Carter? N'importe comment, il n'a pas pu entrer. Parce que le tigre l'aurait dévoré, ou il aurait tué le tigre.
Et nous nous trouvons, voyez-vous, devant un mystère de chambre close. Pratiquement insoluble. Non, j'ai pas dit ça, je ne crois pas au miracle. Il y a une explication. À nous de la trouver. Voyez-vous, Bertram Hooks était mon ami. Je saurai comment il a été tué. Et je vous jure que tôt ou tard, son assassin sera puni. Qu'est-ce qui vient là? C'est la femme de ménage, chef. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mrs. a été tué? Oh! Monsieur! Il est mort? Oui. Oh, Jesus! Jesus! Allons, bon, la voilà qui se trouve mal. Ah, ces filles des îles, ça n'a pas de sang dans les veines. Policeman, occupez-vous de cette fille. Bon, vous, coroner, ayez l'obligeance de faire appeler un médecin légiste. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un saut en voiture jusqu'au cirque. Il faut prévenir la femme de la victime. Là-bas, on me donnera son adresse et je tâcherai aussi de faire un peu parler les gens. Nick Carter sauta dans sa voiture, fouetta son cheval, et quelques minutes plus tard, il était au cirque Ajax. Il apprit la triste nouvelle au directeur, demanda qu'on aille annoncer à Virginia Mills la mort de son mari, et il interrogea les quelques personnes présentes. Il n'apprit pas grand-chose. Seul le jongleur Goritza lui courut après et lui apporta d'intéressantes précisions. J'étais un grand ami de Bertram, Monsieur Carter. Moi, je peux vous dire qu'il y a une quinzaine de jours, un soir, après le spectacle, j'allais entrer dans sa roulotte pour bavarder un peu avec lui, quand j'ai entendu une discussion terrible qu'il avait avec Virginia. Elle voulait divorcer et lui ne voulait pas. Alors elle lui a dit, « Un de ces matins, tu te réveilleras au ciel ou en enfer, et ce sera une des balles de ma carabine qui t'y aura envoyé. » L'oncle Nick nota ces renseignements dans un coin de sa mémoire et retourna sur les lieux du crime. Tout en montant l'escalier, il réfléchissait. Qui sait si, pour se libérer et épouser son amant, cette Virginia n'a pas tiré sur son mari. Mais comment? J'en arrive même à me demander si elle n'a pas provoqué l'inondation de son appartement. Pour l'attirer chez elle et combiner Dieu sait quelle machination. En tout cas, si c'est elle, elle est diablement forte. Alors, monsieur. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Carter. Ah, mais dis donc, qu'est-ce que vous avez fait de la femme de ménage café au lait? Nous l'avons renvoyé dans ses foyers avec un calmant. Quant à ce pauvre garçon, je suis de votre avis. Il a dû être tué pendant son sommeil vers 6 heures ce matin. Bon. Il reste maintenant à trouver comment la balle a pu l'atteindre. Pour moi, ce ne peut être que par cette fenêtre. Pourtant, placée à plus de 3 mètres du sol, quand on la regarde de l'endroit où se trouve la tête de la victime, on ne voit que du ciel. Y a-t-il une échelle ici? Voilà, monsieur Carter, je vous l'apporte. Merci. Là, ça ira. Voilà. Tiens. Quoi donc? D'où vous êtes, coroner? Voyez-vous ces deux petits trous percés sous la charpente supérieure du cadre de la fenêtre? Oui. Ils n'ont pas plus d'un demi-centimètre de diamètre et, visiblement, ils ont été faits pour y recevoir des vis. Des vis? Pour y fixer quoi? Ah bah attendez, je regarde avec ma loupe. Eh bien, ces vis ont servi à fixer une espèce de plaquette rectangulaire qui a laissé une légère empreinte sur le vernis. Cette plaquette a dû être enlevée très peu de temps après parce que la teinte du vernis est restée partout la même. Coroner, Oui. voudriez-vous demander à l'un de ces messieurs de voir s'il lui serait possible de retrouver ces deux vis, la vrille et le tournevis qui ont servi à l'opération? Messieurs, s'il vous plaît. Tout de suite, chef. D'accord. D'autre part, docteur, vous avez certainement remarqué que le trou fait par la balle dans la tête de la victime ne présente pas un cercle parfait. Les bords en sont irréguliers, comme déchirés. Oui, je l'ai remarqué. Bon, alors quand vous aurez extrait cette balle, je vous serai obligé de bien vouloir me la montrer. Nous en tirerons peut-être des conclusions utiles. Je vous demanderai également, en vous basant sur la position du corps, de chercher l'angle exact suivant lequel la balle a pénétré dans la tête. Oui, ceci afin que nous puissions déterminer avec précision le point où le projectile a traversé la fenêtre ouverte. Vous croyez vraiment qu'il a été tiré par cette fenêtre? En tout cas, il est sûrement arrivé par là. Coroner, Monsieur Carter? il y a de l'autre côté de Broadway, au coin sud-est, les bureaux d'un ingénieur appelé Kinley. Voudriez-vous envoyer, je vous prie, un de vos hommes, lui demander de venir avec un graphomètre,
Oui, qu'on lui dise que c'est pour son ami Nick Carter, ça y viendra tout de suite. Johnson, allez vite. Bien, chef. Les vis, la vrille et le tournevis sont introuvables. Tant pis, je vous remercie. Chef, il y a là une dame, Qui est-ce? la femme de la victime. Ah, attendez. Couvrez d'abord le visage du mort avec le drap. Ah. Bon. Maintenant, faites l'entrée. Messieurs, on m'a mise au courant. Que lui est-il arrivé? Il a reçu une balle entre les 2 yeux, madame. Et peut-être pourrez-vous nous aider à découvrir comment elle a réussi à l'atteindre. Moi, monsieur? Mais je ne suis pas policier. Puis-je le voir? Bien sûr. Regardez. Mon Dieu. C'est épouvantable. Asseyez-vous, madame. Il y a une chose qui m'étonne. Quoi donc? Eh bien, ne trouvez-vous pas curieux qu'il ait été tué juste la nuit où il est venu occuper votre appartement? Le destin, tous ces hasards. Puis-je savoir, madame, où vous étiez à 6 heures du matin? Mais monsieur, de quel droit? Monsieur Nick Carter, madame, possède la plaque remise par Washington aux policiers privés reconnus par le gouvernement. Il vous a posé une question. Je vous prie de répondre. À 6 heures du matin, j'étais chez monsieur David King, 34e avenue, numéro 125. Il vous le confirmera. Y a-t-il d'autres témoins? Généralement, monsieur, à 6 heures du matin, il n'y a guère plus de 2 personnes dans une chambre à coucher. L'ennui, c'est que le témoignage de monsieur King peut sembler légèrement sujet à caution. On est difficilement juge et partie, n'est-ce pas? King est copropriétaire avec son père du cirque à Jacques. Son honorabilité ne peut être mise en question. J'aime à vous l'entendre dire. Ah, voici monsieur Kinley. Bonjour, messieurs. Bonjour, Kinley. Dites-moi, j'ai besoin de votre aide, mon vieux. Mon pauvre ami Bertram Hooks vient d'être assassiné. Oh. Alors voilà, j'aimerais qu'avec l'aide du docteur, vous déterminiez l'angle sous lequel la balle a pénétré dans le crâne de la victime. Et partant de là, je vous demanderai de calculer exactement la trajectoire suivie par le projectile. Entendu. Un quart d'heure plus tard, Kinley appelait Nick Carter. Monsieur Carter, si vous voulez bien regarder dans le viseur de mon graphomètre, vous allez découvrir quelque chose qui va vous étonner. Quoi donc? Avant de vous répondre, laissez-moi vous poser une question. Je vous en prie. Si je comprends bien, vous pensez que la balle qui a frappé la victime a été tirée par la fenêtre? Oui. Eh bien, en regardant dans l'objectif, vous constaterez que la balle n'aurait pas pu passer par cette fenêtre sans laisser sur le cadre une trace de son passage. Vous en êtes sûr? Mes calculs sont précis à 1/4 de millimètre près. Voyons ça. Regardez. En effet, c'est exact. La balle vient en ligne droite du châssis lui-même. Et non du dehors. Oui, autrement dit, pour atteindre la victime, il aurait fallu que l'assassin tire du toit à travers le châssis. Ah oui, mais le châssis n'est pas percé, sauf par les 2 petits trous destinés aux vis dont nous avons parlé tout à l'heure. Curieux. Décidément très curieux. L'assassin étant sur le toit, n'a-t-il pas pu passer le bras à travers la fenêtre pour faire feu sur la victime endormie? Oui, étant donné la distance entre le toit et la fenêtre, même un acrobate n'y parviendrait pas. Il reste donc, messieurs, une seule explication possible. Si vous avez mis le doigt dessus, alors là, une fois de plus, monsieur Carter, je vous tire mon chapeau. Je vous ai montré ces 2 petits trous. Oui? Eh bien, en examinant la surface du bois, j'ai constaté tout à l'heure qu'un objet plat et poli, probablement une petite plaque rectangulaire et métallique, a été fortement appliqué ici, sous la traverse supérieure du châssis de la fenêtre. Oui, bon. Et alors? Pour moi, cette plaquette a été vissée là avant que la balle ne soit tirée. Et elle a été enlevée après. Mais comment a-t-on pu l'ôter, en supposant qu'on l'y ait mise? Et à quoi aurait-elle servi? À recevoir la balle tirée d'en bas et à la faire dévier. Diable. Il y a gros à parier que cette plaquette d'acier a été vissée ici à la suite de calculs très précis, pour que du dehors de la rue, peut-être, une personne puisse tirer dessus et que la balle, en ricochant sur le métal poli, soit déviée sur le but désiré. Vous allez loin. Et dans ce cas particulier, coroner, c'est la seule explication possible. Mais bien invraisemblable. Mais pas du tout. Non, parce que moi, je l'ai vu faire. Il y a quelques années, dans un cirque. Par une métisse. Ah? Oui, elle fixait à un endroit calculé
une plaque d'acier poli et légèrement incurvée. Elle tirait dessus, et la balle était déviée exactement comme l'est une boule de billard, par la bande. Je suis sûr qu'un habile tireur, enfin disons mieux, une tireuse habile, telle que Madame Virginia Mills, par exemple, peut réussir cette performance à tous les coups. De là à insinuer que j'ai assassiné mon mari de cette façon-là, il n'y a qu'un pas. Je n'accuse pas encore, madame. Je cherche. Alors ne cherchez pas de mon côté, monsieur Carter. Car jusqu'ici, je n'ai même pas encore essayé ce genre de tour. À l'heure actuelle, il n'y a que 2 ou 3 personnes au monde à le réussir. Entre autres, la métisse dont vous venez de parler. Je peux même vous dire son nom. Moira Bax. Vous l'avez vue travailler? Non. Je n'ai même jamais essayé de la voir. Cela m'aurait été peu agréable. Pourquoi? Parce qu'avant de m'épouser, mon mari a vécu avec elle. Ah, c'est elle. Oui, en effet, il m'en a vaguement parlé. Il n'aimait guère s'attarder sur cette période de sa vie. Bref, monsieur Carter, si nous admettons l'existence de cette plaquette d'acier, comment, selon vous, a-t-on pu la poser et l'enlever après le crime? Pour moi, un tel assassinat n'a pu être combiné que par une personne ayant l'accès libre de cet appartement. Autrement dit, un familier. Voilà. Qui voyez-vous, madame? Personne. À part Jézabel, ma femme de ménage, et moi. Je ne vois pas ma pauvre Jézabel combinant un forfait de cette sorte, alors qu'elle n'est même pas capable d'astiquer un meuble correctement. Quant à moi, pourquoi aurais-je tué mon mari? Pour conquérir votre liberté. Allons donc, je le lui ai demandé en effet, il me l'a refusé, je n'ai pas insisté, et je m'en suis parfaitement accommodée. Je n'en suis pas si sûr. Vous avez même menacé de le tuer. Qui a pu vous raconter un tel mensonge? Lui? Non. Alors si c'est au cirque, je suis obligé de vous dire que beaucoup d'hommes me courent après et n'obtenant rien de moi, il peut y en avoir qui se soient vengés en m'attribuant des propos que je n'ai pas tenus. Admettons-le, madame, pour le moment du moins. Quant à vous, monsieur Carter, vous n'avez pas répondu à mes 2 questions. Comment a-t-on pu poser cette plaquette et l'enlever aussitôt après le crime? Eh bien, je pense qu'elle a d'abord été vissée solidement sur le cadre de la fenêtre. Ensuite, l'assassin a ôté l'une des vis et rempli le trou avec de la cire à cacheter. Oui, j'en trouve encore quelques miettes là. Oui. Cette cire, largement utilisée, a débordé et maintenu légèrement la plaque. Même opération pour la 2e vis. Mais que se passe-t-il alors? À 6 heures du matin, la balle est tirée d'en bas. Elle ricoche. Sous le choc, la cire se brise et la plaque tombe dans la rue. Examinez la façade de l'immeuble. Vous constaterez qu'un objet placé là-haut ne peut tomber que sur le trottoir. Et bien entendu, le tireur l'a ramassé. En somme, l'assassin a fait disparaître la preuve de son crime par le fait même qu'il le commettait. Exactement. Kinley, il ne vous reste plus qu'à faire les calculs nécessaires pour nous dire d'où la balle a été tirée. Je prévoyais cette question, monsieur Carter. Mes calculs sont faits, je peux vous répondre. La balle a été tirée de la maison d'en face, du 2e étage, de la première fenêtre à droite. Nick Carter alla aussitôt voir la propriétaire et il l'interrogea sur le locataire de l'appartement où se trouvait la fenêtre en question. C'est une métisse, une Mme Turner, qui m'a loué il y a 15 jours. Elle m'a payé 3 mois d'avance, disant qu'elle partait en voyage, mais qu'une domestique viendrait régulièrement faire le ménage. Et cette dame est revenue? Je sais pas. Vous savez, ici, chacun a sa clé. Hein. On entre, on sort, et on s'occupe de personne. Je vous remercie, madame. Alors, l'oncle Nick a décidé qu'on allait se mettre en embuscade dans le logement de la mystérieuse locataire jusqu'à ce qu'elle revienne. J'ai pris la garde, puis Chick, puis Patsy, puis Black Joe, toute l'équipe de Nick Carter. Et voilà que le lendemain matin, à 9h, je venais de passer la nuit et l'oncle Nick arrivait aux nouvelles, quand il me serra brusquement le bras. Chut. Écoute. Quelqu'un met la clé dans la serrure. Cachons-nous. Oui, on entre. Enfin, on va savoir qui c'est. Mais c'est Jézabel, la femme de ménage de Virginia. Les 2 femmes seraient-elles complices dans l'assassinat du mari? Ah, ça m'en a tout l'air. Jézabel observa longuement derrière les rideaux l'atelier de Virginia Mills. Puis elle s'en alla. 10 minutes plus tard, nous montions à l'atelier. Et la belle Virginia ne cacha pas sa stupéfaction en apprenant qui nous venions de voir. Réfléchissez, monsieur Carter. Si Jézabel et moi, nous étions de connivence,
Sachant que vous avez découvert d'où est parti le coup de feu, je lui aurais interdit de remettre les pieds dans ce logement. C'était d'une prudence pour le moins élémentaire. Oui. L'avez-vous revue depuis la découverte du crime? Non. Elle ne vient que 3 fois par semaine. Mais dans quelles conditions l'avez-vous engagée? Elle est venue me faire ses offres de service. Et elle vous a dit qu'elle travaillait en face? Non. C'est vous qui venez de me l'apprendre. Bon, autre chose. La fille avec laquelle votre mari a vécu avant de vous épouser, cette Moira Bax, vous m'avez bien dit que c'était une métisse. Oui. Mais savez-vous si elle travaille en ce moment? Je crois qu'elle ne travaille plus du tout. Parce que? Mon mari m'a laissé comprendre que leur rupture avait été des plus douloureuses pour elle. Elle l'adorait. Et quand elle s'est retrouvée seule, elle s'est, paraît-il, laissée aller, rompant ses contrats, dégoûtée de tout. Donc, qu'elle ait tué Bertram par vengeance ne vous semblerait pas impossible? Je ne crois pas. Elle l'aimait comme une chienne. Et une chienne est incapable de mordre son maître. Qu'elle ait cherché à me tuer, moi, je le croirais plus volontiers. En fait, cette nuit-là, normalement, c'était moi qui devais me trouver au point de chute de la balle. La meurtrière a dû ignorer que j'avais offert l'hospitalité à mon mari. Bertram a-t-il été heureux avec elle? Au début, oui, parce qu'elle était belle. Mais elle l'aimait comme une esclave et ce genre d'amour l'agaçait prodigieusement. Mais par contre, il lui était reconnaissant de s'intéresser aux bêtes. Et Raja, qui a toujours détesté toutes les femmes, a lui montré une véritable adoration. Tiens. Il lui léchait les mains et se couchait à ses pieds. Moira est la seule femme au monde qui ait eu droit à ces privilèges-là. Quand allez-vous revoir Jezebel? Cet après-midi. Demandez-lui de me porter un paquet, n'importe quoi. Envoyez-le moi le plus vite possible. Et je voudrais la soumettre à une petite expérience. Vous croyez que c'est Moira qui a tiré de la fenêtre d'en face? Vous pensez qu'elle a choisi Jezebel pour complice parce qu'elle entre librement chez moi? J'ai tout lieu de croire, madame, qu'une surprise nous attend. D'accord avec le directeur du cirque, l'oncle Nick avait emmené Raja, et en attendant qu'on lui prépare une demeure digne de lui, le tigre était logé dans la bibliothèque. À 3 heures de l'après-midi, Joseph, le valet de chambre, annonça que Jezebel était là. Nick Carter alla la retrouver dans la galerie. Bonjour, monsieur. Je vous apporte un paquet de la part de Mrs. Virginia. Ah, je vous remercie. Attendez, ce petit envoi demande une réponse. Asseyez-vous, le temps d'écrire un mot. Je reviens dans 5 minutes. Merci, monsieur. J'attends. Oh, Raja. Tu es content de me revoir? On t'a mis cette vilaine muselière. Tu me lèches les mains quand même. On est content de se retrouver tous les deux, n'est-ce pas, mon Raja? On s'aimait bien, nous deux. Non, non, ne te couche pas. Sauve-toi. Qu'on ne sache pas. Qu'on ne sache jamais ce qu'il y a entre nous. Au revoir, mon Raja. Oh, ça, par exemple. Jezebel, ce tigre ne vous a pas fait peur? Oh, je n'étais pas très rassurée. Ah, surtout qu'il déteste toutes les femmes. Sauf une. Ah? Merci pour le paquet, Jezebel. Maintenant, sauvez-vous. Au revoir, monsieur Carter. Au revoir, Jezebel. Je vous reconduis. À bientôt. Jacques, vite, l'expérience a réussi. Elle vient de confirmer ce que je pensais. Le tigre lui a léché les mains? Oui, il n'y a pas de Jezebel. Jezebel, la métisse, n'est autre que Moira Bax, elle-même. Moira Bax qui a tué son ancien amant d'une balle de carabine. Allez, prends-la en filature. Oui. Elle se sent découverte et ne rentre certainement pas chez elle. Elle va nous mener, j'en suis sûr, là où elle a caché les preuves de son crime. Nous filons la meurtrière, elle nous mène à Harlem. Elle descend dans un sous-sol où des noirs jouent de la musique. Elle pousse une porte au fond, on veut nous empêcher de la suivre, nous tirons nos revolvers et rejoignons la fille dans une petite chambre où il y a un coffre. Nick Carter ouvre le coffre. Il y trouve des pistolets, des carabines, des costumes de scène, des photographies de travail et tout au fond, une petite plaque en acier nickelé, incurvée au centre et percée de 2 trous. Dans un petit sachet, les 2 vis pour la fixer. Moira hurle, proteste de son innocence, mais montrant sa plaque de police, Nick Carter l'embarque et la conduit directement au logement du second étage, en face de l'atelier de Virginia Mills. Patsy, Chick et Joe sont déjà là pour la tenir sous bonne garde. Nick Carter monte alors dans l'atelier. Il fixe sans la moindre difficulté la plaquette nickelée au châssis de la fenêtre.
Les deux vis concordent parfaitement avec les deux trous. Il place une grande feuille de papier blanc sur le divan, là où se trouvait exactement la tête de Bertram. Il prie Virginia de se réfugier dans la petite pièce voisine, puis il retourne au 2e étage de la maison d'en face. Là, il trouve le coroner qui vient d'arriver. J'ai reçu votre message, Monsieur Carter. Ainsi, cette personne ne s'appelle pas Jezabel, mais Moira Bax. Oui, coroner. Tenez, voici une carabine. Celle qui a servi à tirer de cette fenêtre sur la petite plaque nickelée que vous voyez briller là-haut, à la fenêtre d'en face. Oui, je vois. Prenez cette carabine, à laquelle, d'ailleurs, vous aviez eu la précaution de fixer un silencieux, mademoiselle, et que je retire. Maintenant que vous êtes prise, et que vous n'avez plus grand-chose à espérer, montrez-nous avec quel talent vous avez assassiné Bertram Hooks. Non, vous ne voulez pas. Alors, n'étant pas trop mauvais tireur moi-même, permettez que je fasse la démonstration à votre place. Veuillez, messieurs, vous pousser un peu. Merci. Attention. 3 minutes plus tard, tout le monde était remonté à l'atelier de Virginia. Voici la feuille de papier, messieurs. Avec la précision la plus parfaite, elle a été percée par la balle qu'a tirée M. Carter. Alors, coroner, êtes-vous convaincu? Moira Bax, au nom de l'État de New York, je vous arrête. Désarmez-la, voyons, mais désarmez-la donc. Enfin, je l'ai eu! Les menottes, vite, tenez-la. Nick, la blessure est-elle grave? Messieurs, Virginia Mills est morte. Alors moi aussi je peux mourir! Et je mourrai heureuse! Si heureuse! Elle m'avait pris celui qui était ma raison de vivre! J'ai voulu la tuer! Et le destin a fait que ce soit moi qui tue le seul être que j'aimais au monde. Emmenez-la! J'ai rendu ma justice! Maintenant vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez! Emmenez-la!